Bonjour à tous, on va vous laisser vous installer on va démarrer dans quelques minutes ou dans une minute maintenant cette première conférence de la journée qui sera animée par Sébastien Henry, chef de département GMP de l'IUT Lyon 1, qui n'est pas présent aujourd'hui mais qui va intervenir à distance pour faire cette conférence. Alors, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à nous faire signe. Mes collègues qui sont en bas pourront vous amener le micro. C'est tout à fait possible d'interagir avec Monsieur Henry qui pourra vous répondre. Ah, une première question déjà. Formidable. Hop. Oui, oui, bonjour. Pour les absents, est-ce que cette conférence pourra être sur un support média pour pouvoir la diffuser aux étudiants éventuellement ou pas Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si en régie, on aura un enregistrement de la. Je vais vous dire peut-être, c'était pas prévu plus que ça. Euh, mais ensuite, de toute façon, mais ensuite, les interlocuteurs, de toute façon, sont toujours disponibles pour renseigner. Donc voilà. Euh, Sébastien, est-ce que tu nous entends? Alors, je vous entends, oui. Je ne vois pas la salle, mais je vous entends. Alors en régie, on va essayer de voir si on peut te faire un petit retour de la salle. Nous, on te voit, hein. Très bien. C'est le principal. Et puis, je vois qu'on est en train d'enregistrer cette session, donc ça va peut-être répondre aux besoins de cette première question qu'on a eue, sauf si tu vois un inconvénient de ton côté, Sébastien. Non, non, pas de souci. La session peut être Eh ben, enregistrée. c'est parfait. Est-ce qu'on est prêt en régie? C'est parfait. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer. Je te donne la main, Sébastien. C'est à toi de jouer. Très bien. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne vois pas la salle, mais je suppose qu'il y a un certain nombre de personnes présentes. Je vais prendre une petite vingtaine de minutes, peut-être un peu moins, et puis après laisser un peu de temps éventuellement pour des échanges et répondre aux questions. Donc, merci à Fanuc pour cette invitation à cette conférence. Je vais parler un peu 10 ans d'Olympiade Fanuc et de robotique industrielle en BUT licence pro. Alors, je vais essentiellement évoquer la deuxième partie, en fait, nos enseignements en robotique industrielle en BUT et licence professionnelle. Je me présente rapidement, donc Sébastien Henry. J'étais effectivement chef du département génie mécanique et productique de l'IUT Lyon 1 jusqu'à l'année dernière. Je suis aujourd'hui directeur adjoint de l'IUT Lyon 1 et je continue à enseigner en fait, la robotique industrielle aussi bien en BUT que dans diverses licences professionnelles, comme je l'évoquerai par la suite. Alors simplement, puisque c'est les 10 ans des Olympiades Fanuc, je suis retourné voir. Alors attendez, il va falloir que le PowerPoint veuille bien passer. Voilà. Je suis quand même retourné dans mes archives, puisqu'effectivement, les premières Olympiades, on avait participé avec une équipe, avec 2 équipes de licence professionnelle à l'époque. Donc, je suis retourné voir le sujet. Alors, vous verrez que ce sujet, en fait, on l'a réexploité étonnamment, nous, pour d'autres enseignements. Et puis, du coup, j'ai retrouvé aussi quelques photos. Il y avait certainement un peu moins de monde qu'aujourd'hui, un peu moins de monde que demain pour ces premières Olympiades Fanuc. Mais en tout cas, un grand merci aux équipes de Fanuc pour ces 10 années d'organisation des Olympiades. Ça nous a servi à nous, ici, à Lyon, en tant qu'enseignants. Ça nous a permis d'enrichir nos contenus, de réfléchir sur nos contenus de formation, de les faire évoluer. Et ça participe, on va dire, à une émulation au niveau de la formation en robotique industrielle, au niveau Bac+2, Bac+3. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir échanger comme ça avec Fanuc au cours de ces journées. Simplement quelques mots, puisque du coup, je suis effectivement enseignant-chercheur à l'IUT Lyon 1, donc on a une offre de formation qui évolue, puisque je suppose que beaucoup de personnes ont entendu parler en fait de la mise en place du bachelor universitaire de technologie qui vient remplacer le DUT, et je vais donc évoquer en fait les enseignements de robotique dans le cadre des BUT et de la mise en place des BUT depuis l'année dernière. Donc ça, c'est simplement sur cette diapositive un point sur l'offre de formation de l'IUT Lyon 1 avec 12 spécialités de BUT, de bachelor universitaire de technologie, un certain nombre de licences professionnelles qui vont être maintenues, et notamment celles en robotique, automatisme et vision industrielle, et puis d'autres diplômes, donc ce qu'on appelle des diplômes universitaires, DU, et des masters. Alors,
Très rapidement, on va venir au sujet qui nous importe aujourd'hui, la robotique industrielle. Donc, avant de présenter un petit peu nos contenus pédagogiques, simplement quelques éléments pour préciser en termes d'équipe qui enseigne la robotique industrielle à l'IUT Lyon 1 et puis quels sont nos moyens pour faire ces enseignements. Parce que bien évidemment, ce que je vais présenter en termes de contenu pédagogique s'appuie sur ces équipes et sur les ressources matérielles. En termes d'équipe, donc aujourd'hui, on est 5 titulaires à enseigner et intervenir en robotique industrielle, 2 collègues vacataires de la région, et puis on travaille en partenariat avec l'Institut des ressources industrielles sur Lyon, on va dire en fait la métallurgie pour faire simple, donc AFPIS et FAI, avec qui donc, on a créé depuis 2009 la licence professionnelle en robotique et avec qui on continue ce partenariat dans les années à venir. En termes d'équipement, donc on dispose aujourd'hui sur l'IUT Lyon 1 de 2 plateformes séparées au niveau de la robotique industrielle. On va dire plutôt une plateforme orientée pick-place pour faire simple, donc des applications de prise-pose. On prend des objets, on les pose. Sur cette plateforme, on dispose de 5 robots actuellement. Il y a un 6e qui ne devrait pas tarder d'arriver. Donc on a effectivement 2 marques de robots, un peu à l'image de ce qu'on retrouve nous dans la région pour former nos jeunes. On a un certain nombre de licences associées au logiciel de simulation. C'est important aussi d'aborder ces problématiques un petit peu de programmation hors ligne, de préparation en amont en fait, des applications robotiques. L'objectif étant de préparer le plus d'éléments possible, de développer le plus possible les applications en simulation et de réduire le temps sur les équipements pour gagner en temps de mise en service des installations. Donc ça, c'est important aussi d'aborder en enseignement ces questions en fait, d'utilisation des outils de simulation. Et puis, notre 2e plateforme, c'est une plateforme cette fois-ci qui est dédiée à un procédé, en particulier le soudage. Et donc là, on dispose de 2 robots également avec des licences de logiciels de simulation et puis avec un 7e axe, notamment sur un des robots de soudage. Donc, il y a un robot en fait, qui va permettre de faire du soudage, on va dire, classique, ce que j'appelle, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais qui permet de faire des cordons de soudure. Et un 2e robot qui va permettre en fait, du soudage par point en pièces portées, c'est-à-dire que c'est le robot qui porte les pièces et qui amène les pièces sous 2 électrodes pour réaliser un point de soudage. Donc voilà un peu cet environnement. Ça va amener aussi à se développer, ce que je n'ai pas rajouté là, puisque côté soudage, les collègues sont en train de mettre en place en fait, un environnement de réalité virtuelle avec un casque pour visualiser en fait, les installations robotisées donc, qui viennent du logiciel de simulation. Et puis sur l'autre plateforme PickPlace, on est en train de mettre en place en fait, l'utilisation de réalité augmentée pour visualiser en fait, les éléments caractéristiques d'une application de robotique. Donc, on reviendra dessus un petit peu par la suite. Donc, voilà un petit peu quelles sont nos ressources humaines, nos ressources matérielles pour opérer en fait, nos formations en robotique industrielle. Un petit panorama de ces formations rapidement. Donc, au niveau de l'IUT Lyon 1, les formations en robotique industrielle représentent environ 800 heures d'enseignement par an. Ça va toucher à peu près 570 étudiants. Alors, on va dire 600 étudiants par an. Alors, je ne voulais pas mettre que du texte, j'ai trouvé une photo d'illustration. C'est moi, encore en période de Covid, en train d'enseigner, voilà, des collègues qui me prennent en photo où j'enseigne sur notre plateforme de robotique. Ces 800 heures d'enseignement se répartissent en fait entre nos étudiants donc, de bachelor universitaire de technologie, génie mécanique et productique. Donc là, on a 312 étudiants en première année. On a également des étudiants de BUT TCSI. Donc, TCSI, c'est une spécialité un peu particulière sur Lyon, puisque c'est un BUT Tech Deco avec une orientation système industriel, donc pour former des technico-commerciaux. Et là, on va les initier à différentes technologies, notamment à la robotique industrielle, voilà, qui sachent quels sont les principaux éléments d'un robot, quelles sont les technologies. On est en train de mettre en place avec les collègues de génie électrique et informatique industrielle en fait, un module de robotique et de vision pour la 3e année du BUT GE2I sur ce qu'on appelle le parcours automatisme et informatique industrielle qui devrait concerner environ 52 alternants. Je dis qui devrait puisque ça va démarrer là à la rentrée en septembre 2023. Et puis ensuite, on enseigne la robotique industrielle à différents niveaux en licence professionnelle. Donc, on va avoir des licences professionnelles très spécialisées, comme la licence professionnelle robotique, automatisme et vision industrielle, où là, on a un volume horaire d'enseignement très, très important sur la partie robotique. Et ensuite, on a un ensemble de licences professionnelles. On va plutôt faire de l'initiation à la robotique industrielle, montrer cette technologie, démystifier un peu tout ça,
donner les grands principes et puis expliquer que finalement, la robotique industrielle, on peut mettre les mains dedans, comme on met les mains dans des programmes d'automates, comme on peut mettre les mains dans les applications de vision. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'initier les étudiants sur des licences professionnelles qui sont à orientation très industrielle, notamment les trois là, qui sont cités, génie de la production et maintenance des systèmes industriels et maintenance des installations agroalimentaires et contraintes. Et puis la dernière, c'est pour sensibiliser des futurs, on va dire, managers de lignes de production dans l'agroalimentaire, pour leur expliquer ce qu'on peut faire ou pas faire avec un robot, et pour leur donner en fait des éléments qui leur permettront notamment de discuter avec des fournisseurs. Voilà. Donc là, sur l'ensemble de nos formations, on aborde la robotique industrielle de manière un peu différente, soit sous forme simplement d'une sensibilisation, soit au contraire de manière très très poussée et très pointue sur des licences professionnelles type RAVI. Donc là, effectivement, si je parlais des 10 ans des Olympiades FANUC, ça fait la licence Pro RAVI est un tout petit peu plus vieille, mais guère plus que les Olympiades FANUC. Et donc, nos contenus de formation ont évolué et on a à chaque fois incité nos alternants à participer à ces Olympiades, à soumettre en fait des avant-projets avec des réussites, avec des échecs, mais ça fait partie de tout concours. Voilà sur cette partie-là. Par contre, pour la suite, je vais me focaliser sur un autre élément qui est en fait le contenu en termes pédagogiques de nos enseignements en bachelor universitaire de technologie GMP, montrer comment on a abordé et comment on aborde la robotique industrielle sur ce BUT GMP. Alors pour ça, avant de parler robotique industrielle, il faut quand même que je dresse et que je donne quelques éléments sur le cadre référentiel de formation et référentiel de compétences de ce BUT GMP. Voilà. C'est pour que je donne ce cadre pour ensuite pouvoir replacer les enseignements de robotique industrielle par rapport à ce cadre. Donc, quelques mots rapidement sur la partie bachelor universitaire de technologie, génie mécanique et productique. Alors déjà, tous les éléments, puisque c'est une formation qui a démarré en septembre 2001, qu'on va retrouver dans l'ensemble des départements génie mécanique et productique en France. Il y a environ 42 départements GMP en France. Et toutes les informations, tous les détails sur ce BUT GMP se trouvent sur le site web national porté par les départements. Vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, je vais pas m'étendre. Je vais simplement faire 2-3 focus sur des éléments importants de structuration en fait, du contenu pédagogique. Alors, de quoi on parle quand on parle de génie mécanique et productique? On parle d'une formation avec un tronc commun basé sur 3 situations professionnelles, donc assez classiques. Les 3 situations professionnelles qui ont été identifiées sont la conception, donc c'est-à-dire qu'on va partir d'un besoin d'utilisateur jusqu'à la définition du produit. La seconde situation professionnelle, c'est l'industrialisation qui va consister à partir de la définition du produit, de mettre au point alors, en fait, les participants peuvent maintenant voir votre écran. Ça veut dire qu'avant, vous ne voyez pas mon écran? Si, sinon, j'aurais été interrompu, je suppose. Donc, la seconde situation professionnelle, l'industrialisation, va consister en fait à définir et à mettre au point chaque procédé de fabrication et d'assemblage pour réaliser le produit qui a été conçu. Et puis, la troisième situation professionnelle, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie l'organisation industrielle, puisque bien évidemment, en fonction des volumes à produire, quelques unités par semaine, par mois, à quelques millions d'unités, comme dans l'industrie automobile, eh bien, on va avoir une organisation de la production qui va être différente. On peut avoir un seul poste où l'opérateur va réaliser l'ensemble des opérations d'assemblage, par exemple, sur un produit, pour quelques unités par mois, alors que quand on va être sur des lignes de production pour produire quelques millions d'unités par mois, on va plutôt avoir un poste, une opération avec des opérateurs dédiés à chaque poste. Donc, on a donc ces 3 situations professionnelles qui vont être abordées en génie mécanique et productique. Et puis, à chacune de ces situations professionnelles, on associe des compétences. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque je ne vais pas forcément me réappuyer sur ces compétences dans la suite de la présentation. Simplement, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que bien évidemment, ces 3 situations professionnelles, conception, industrialisation, organisation, je les ai présentées là de manière simplifiée, puisque là, je les ai présentées comme si elles se succédaient l'une après l'autre, alors que dans la réalité industrielle, en fait, ces 3 situations professionnelles en fait, se superposent et on a une espèce de processus itératif entre la conception, l'industrialisation et l'organisation, de manière, à un moment donné, à disposer d'un système de production qui est prêt à démarrer. Ça veut dire qu'il suffit de tourner la clé et d'appuyer sur le bouton pour que le système démarre et commence à produire.
Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie, mais on va faire l'hypothèse que ça se passe comme ça. Et donc, tout est mis en place pour fabriquer, on va dire, une version N du produit. Donc, je vais fabriquer la version 1 de mon véhicule, la version 1 de mon robot. Et bien évidemment, je vais passer dans une phase plutôt d'exploitation de mon système de production, de suivi de ce système de production et de suivi du produit. Ce qui va m'amener à un moment donné à souhaiter améliorer un petit peu tout ça. Et donc, je vais passer, on va dire, à une version N+1 du produit. Et donc, rentrer à nouveau dans une phase de conception, d'industrialisation et d'organisation. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement rentrer vraiment dans le détail au sens robotique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aborder la robotique au regard de ces 3 situations professionnelles très classiques dans l'industrie. Simplement, il faut préciser qu'en termes d'enseignement, ces 3 situations professionnelles, concevoir, industrialiser, organiser, vont en fait se retrouver et vont être abordées dans 5 domaines de ressources. Alors, on appelle ça des ressources maintenant, mais on va dire 5 disciplines différentes. Tout ce qu'on pourrait appeler les relations humaines au sein de l'entreprise. Donc, on va trouver de l'expression communication, de l'anglais. On va retrouver tous les éléments autour de l'expression en entreprise, savoir communiquer à l'oral, savoir communiquer à l'écrit, par mail, par texto, dans un rapport, etc. On a tous les enseignements autour de la modélisation multiphysique, donc ça va aller de la science des matériaux, de la mécanique, savoir faire des calculs en statique, en dynamique, savoir faire des calculs en cinématique, savoir calculer des déformations. On va retrouver également toute l'ingénierie des systèmes mécaniques. Donc, on va retrouver ici tous les éléments qui vont tourner autour, comme tout ce qui est les éléments de transmission de puissance, quelles sont les différentes liaisons, comment est-ce que je réalise ces différentes liaisons d'un point de vue technologique. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de choses à voir autour aussi des étanchéités. Enfin bref, il y a énormément de choses à voir sur cette partie ingénierie des systèmes mécaniques qui va permettre d'apporter les éléments pour la conception de ces systèmes mécaniques. Ensuite, on a tout ce qui va tourner autour de l'ingénierie de production, c'est-à-dire comment fabriquer chacune des pièces d'un mécanisme, comment assembler un mécanisme, comment fiabiliser en fait ces opérations de production, comment les améliorer, comment les suivre. Donc, on va retrouver toute l'ingénierie de production. Et puis, le dernier domaine, ce qu'on va appeler l'ingénierie des systèmes cyberphysiques, alors qui va permettre d'aborder les éléments à la fois électriques, c'est-à-dire, OK, j'ai un système mécanique, j'ai des éléments mécaniques, j'ai des éléments électriques, et puis je vais avoir une partie contrôle-commande, programmation, donc aborder cet élément-là. Donc voilà un petit peu aujourd'hui comment est structuré le bachelor universitaire de technologie, génie mécanique et productique autour de 3 situations professionnelles, 4 compétences que je n'ai pas développées ici, parce qu'il n'y a pas forcément nécessité, et puis 5 domaines de ressources. Donc là, maintenant, je vais dresser un petit peu le panorama de comment est-ce qu'on peut aborder la robotique industrielle en enseignement vis-à-vis de ces 3 situations professionnelles et de ces 5 domaines de ressources, et comment nous, finalement, on l'aborde aujourd'hui en première année. Alors, la question qui peut se poser, comment aborder la robotique industrielle ? On peut l'aborder suivant 3 points de vue, c'est-à-dire suivant les 3 situations professionnelles que j'ai mentionnées, c'est-à-dire qu'on peut aborder la robotique industrielle du point de vue de la conception, c'est-à-dire un robot en termes de système mécanique, comment il est conçu, comment concevoir un robot. Ça, c'est plutôt le point de vue historique des mécaniciens, c'est-à-dire qu'un peu dans toutes les formations de mécanique, on aborde plutôt le robot au sens conception du robot. On parle de conception du robot, donc c'est la première ligne ici que j'indique. Ça veut dire que du point de vue de l'ingénierie des systèmes mécaniques, on va se poser des questions. Comment sont faites les liaisons ? Puisque dans un robot, on a des liaisons très particulières en termes de jeu. Comment est fait la transmission de puissance ? Par courroie, par différents éléments. Voilà. Sur la partie ingénierie des systèmes cyberphysiques, on peut évoquer des questions. Quelle est la technologie utilisée pour la motorisation ? Donc, on parle beaucoup de moteur brushless ou de motion en anglais. On peut aborder des questions autour de l'asservissement en position, en vitesse, en accélération, puisqu'un robot est un système mécanique extrêmement précis, précis en termes de position, précis en termes de capacité à suivre un mouvement, c'est-à-dire à suivre une trajectoire en vitesse, en accélération. Et puis enfin, on peut aborder les principes de programmation, c'est-à-dire comment est-ce que je vais programmer un robot pour qu'il effectue les mouvements que je souhaite. Et puis, le dernier aspect qu'on peut aussi aborder en conception mécanique, en se focalisant sur le robot, c'est plus l'aspect modélisation.
Donc, des notions de position d'un solide dans l'espace, comment je caractérise la position d'un solide dans l'espace, des notions associées au changement de repère, donc ça effectivement abordé généralement en mécanique et en mathématiques, les notions de modèles géométriques. Alors là, on arrive tout de suite à un niveau un peu plus élevé, puisque là, on va plutôt parler de produits de matrice de changement de repère, comment j'obtiens mon modèle géométrique inverse, encore un peu plus compliqué. Et puis, on peut voir le robot en termes de cinématique et de dynamique. Même si on n'en fait pas le modèle, c'est important d'avoir un certain nombre de notions en mécanique. Quels sont les effets du mouvement? Le mouvement va générer des efforts dans les liaisons. Et c'est ce mouvement qui va générer des efforts dans les liaisons, qui va m'amener au niveau robotique, par exemple, à devoir régler un payload dans un robot, par exemple dans un robot FANUC. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut aborder la robotique. Oui. Comment est-ce qu'on peut aborder la robotique au sens de la conception? Ensuite, on peut avoir un point de vue plus industrialisation, c'est-à-dire comment est-ce que je vais utiliser un robot pour réaliser une opération de production. Et donc là, on peut se poser des questions et certains industriels se posent ces questions-là quand ils ont acquis une certaine expérience en robotique. Ils se posent la question de comment adapter leurs produits, la géométrie, c'est-à-dire adapter certaines surfaces, certaines formes, comment adapter les matériaux, les liaisons pour faciliter la robotisation, pour faciliter un assemblage. C'est-à-dire que je veux robotiser un assemblage, mais l'assemblage que je faisais manuellement avant, est-ce qu'il est facile à réaliser en robotisation ou est-ce qu'il faut que je réfléchisse un peu et que j'adapte la conception de mon produit pour faciliter cet assemblage? On peut aussi aborder la robotisation en termes d'industrialisation en ayant un point de vue un peu plus ingénierie de production, puisqu'à partir du moment où je vais robotiser un procédé, je vais avoir un couplage entre le procédé, par exemple du soudage ou de la peinture, et le robot. Et donc là, souvent, ça amène une double expertise, à la fois sur le procédé que je vais utiliser, c'est-à-dire il faut que je sois expert en soudage et en robotique pour pouvoir coupler les deux. Et on constate qu'on ne soude pas de la même manière quand on robotise, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes paramètres de soudage en robotisation que si le soudage était manuel. On peut aussi voir ça d'un point de vue plus programmation, puisque quand je vais m'intéresser au procédé à la robotisation d'un procédé de fabrication, je vais souvent plutôt aborder des problématiques de définition et d'optimisation de trajectoire en robotique. Et si je veux voir ça avec un œil un peu plus modélisation multiphysique, je vais plutôt aborder des problématiques de courbes et surfaces, courbes de Bézier, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui font appel à des notions mathématiques qui sont plutôt là de l'ordre du Bac+3, Bac+5. Et puis, le dernier point de vue qu'on peut adopter est un point de vue plus d'organisation industrielle. Ça veut dire voir un robot comme un moyen de production. Voilà, c'est un moyen de production et donc je vais devoir intégrer mes robots au sein d'une ligne de production. Donc, comment j'intègre ces robots au sein de ma ligne de production? Donc, d'un point de vue ingénierie de production, je vais plus m'intéresser à du dimensionnement, au fonctionnement de ma ligne de production, à comment j'intègre un équipement robotisé dans une ligne, à prendre en compte en fait l'ergonomie de mon installation robotisée vis-à-vis de mes opérateurs, vis-à-vis de mes utilisateurs, sachant que je cite les opérateurs, mais il n'y a pas que. Il peut y avoir d'autres utilisateurs, les personnels de maintenance, les personnels d'amélioration, d'indus. Et puis, je vais aborder des problématiques d'analyse de poste, d'analyse temporelle de poste. Voilà. Donc ça, c'est plus un point de vue ingénierie de prod, mais je vais avoir une vision globale de mon installation robotisée. En robotique, en ingénierie des systèmes de production, je vais m'intéresser à toutes les notions d'avant-projet. Donc là, bien évidemment, aujourd'hui, c'est les Olympiades FANUC. Toutes les équipes qui participent aujourd'hui, au final, ont rendu un avant-projet, ont fait une étude de faisabilité. Et donc là, bien évidemment, on aborde l'avant-projet de robotique industrielle, comment je choisis un robot, les différents types de robots, SCARA, CISAX, structure parallèle, combien je mets de robots, les différents critères de choix d'un robot, comment je fais l'analyse d'un cycle de robot, la cadence attendue au niveau de la ligne versus le cycle de chacun de mes robots. Enfin bref, il y a toute une démarche à avoir. Bien évidemment, pour faire ces études d'avant-projet, on va s'appuyer également sur les caractéristiques mécaniques des solides, parce que choisir un robot, c'est avoir quand même quelques notions de qu'est-ce qu'un centre de gravité, qu'est-ce que sont des inerties, et notamment quelles sont les caractéristiques mécaniques de mon préhenseur étant conçu plutôt avec un point de vue ingénierie des systèmes mécaniques, puisqu'un préhenseur, c'est généralement un système mécanique avec quelques liaisons, avec une interface pour se monter sur la bride du robot, qui va avoir des surfaces dites fonctionnelles et puis qui finalement va avoir des caractéristiques mécaniques. Donc, quand je couple tout ça, je vais amener
d'un point de vue conception, aussi des éléments de réflexion sur quand je conçois un préhenseur, il faut que j'essaye d'avoir un centre de gravité qui soit le plus proche de la brique du robot, il faut que j'ai des inerties qui soient les plus faibles possibles. Enfin bref, je vais amener un certain nombre de critères de conception. Voilà. Des choses qu'on n'aborde pas nous, mais qui sont certainement abordées, qu'il faut qu'on renforce. On peut se poser aussi la question en termes d'intégration de robots. Quelle est la place de l'homme dans l'industrie du futur? Comment l'homme va travailler aux abords du robot? Comment, sans même parler de robotique collaborative, on parle beaucoup de robotique collaborative, et là, forcément, dans ce contexte-là, la question est encore la plus importante. Mais même sur, sur de la robotique industrielle classique, avec un robot enfermé dans une cellule, quand c'est le premier robot qu'on installe sur une ligne de production, il y a des vraies questions à se poser autour de l'acceptation de ce robot par les opérateurs, par les équipes techniques. Voilà. Donc là, c'est un peu tout ce qu'on peut aborder en robotique. Et bien évidemment, on n'a pas le temps, dans le cadre d'une formation, quelle que soit la formation, d'aborder tous ces points, tous ces éléments-là, sauf à avoir 300 ou 400 heures ou 600 heures de formation consacrée à la robotique. Donc, bien évidemment, nous, on a dû faire des choix. On a fait un certain nombre de choix autour de ces éléments-là. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter là. C'est quel choix on a fait, nous, en termes d'enseignement de la robotique industrielle en bachelor universitaire de technologie, génie mécanique et productique. Donc, nous, aujourd'hui, on ne parle plus de modules, on parle de ressources. C'est parce qu'on est passé en approche par compétences. Mais disons qu'on a un module robotique. Ce module de robotique, ce qu'on appelle une ressource, va aborder les principes de programmation et va s'appuyer sur des concepts, sur des notions de position d'un solide dans l'espace. Donc ça fait écho à ce que mes collègues de mécanique et de mathématiques enseignent, notamment avec les repères. Et puis, on va parler un petit peu de cinématique quand on va aborder les questions de liaison, de robots 4 axes, 6 axes, robots à structure pareille. Donc ça, on a un module qui va nous permettre d'aborder les principes de programmation d'un robot. Et puis ensuite, on va avoir une deuxième partie, nous, dans notre semestre 2, qui va aborder cette fois-ci la robotique au sens intégration, étude d'avant-projet. Et pour ça, on va s'appuyer sur notre module de principes de programmation. On va s'appuyer sur ce que font nos collègues en mécanique, donc quelles sont les caractéristiques mécaniques d'un solide. Et puis, on va travailler avec nos collègues de conception, d'ingénierie des systèmes mécaniques pour pouvoir faire la conception du préhenseur. Donc, voilà un petit peu, nous, aujourd'hui, comment on aborde la robotique industrielle en bachelor universitaire de technologie GM2. Dans le détail, il n'y a pas de partager. Là, j'ai les volumes horaires. Après, s'il y a des collègues qui souhaitent partager à un moment donné des contenus, nous, on partage sans souci nos supports de cours, de TP, de TD, il n'y a aucun souci. Donc, la partie qu'on va appeler initiation à la programmation, donc ressources robotiques industrielles. Donc, on a 4 heures de cours avec un petit QCM en ligne. On a 10 heures de travaux pratiques sur notre plateforme de robots. Donc là, en travaux pratiques, les étudiants, bien souvent, on a 2 heures où les étudiants sont au pied de robot, manipulent le robot au teach, font des déplacements en mode manuel, découvrent les différents modes de déplacement, découvrent les repères de référence, les repères outils, les repères associés au point. Voilà, puis après, on passe un peu sur de la programmation, de l'optimisation de trajectoire. Puis on a 2 heures d'évaluation, donc il y a toute une phase d'évaluation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont des dispositifs pédagogiques, parce qu'il faut évaluer nécessairement. Et puis la deuxième partie, donc là, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le cadre de notre approche par compétences, une SAE, on va dire un mini-projet. Allez, pour faire simple, une SAE aujourd'hui en BUT, c'est un mini-projet qui va mobiliser des connaissances et des savoir-faire dans un contexte un peu pluridisciplinaire, dans un contexte type mission entreprise. Donc là, nos étudiants, on leur fournit un cahier des charges. Vous allez voir que je vais le présenter, mais en fait, ce cahier des charges, en fait, on a réutilisé pour l'instant, on a réutilisé un des sujets des Olympiades FANUC. Et donc, avant de laisser nos étudiants en projet, pareil, il y a 4 heures de cours pour leur donner la démarche. Quelle est la démarche en fait, qui va aboutir en fait, à faire une étude d'avant-projet, une étude de faisabilité en robotique industrielle. On a 8 heures de ce qu'on appelle de travaux dirigés, où là, on est dans une phase d'apprentissage, on applique la démarche sur un premier exemple simple. Voilà, donc là aussi, je crois qu'on doit réutiliser un des sujets des Olympiades FANUC. Et puis ensuite, on bascule sur un projet. Donc, tous nos étudiants de première année, nos 312 étudiants de première année, ont 24 heures de projet qui est commun entre la conception, la mécanique et la robotique. Ce projet se fait 100% en présentiel chez nous. Ils ont des séances encadrées, des séances avec des enseignants qui sont disponibles.
pour répondre aux questions. Ça veut dire que nous, l'équipe pédagogique, on joue le rôle du client et de support technique. On a les deux rôles, à la fois le rôle client et à la fois le rôle support technique. Si les étudiants ont des questions, on répond aux questions. S'ils n'ont pas de questions, on ne répond pas. Voilà. Comme on va dire un petit peu comme ça se passe dans la vraie vie professionnelle. Voilà. Puis il y a la répartition de la notation, mais ça, ce n'est pas le plus important pour aujourd'hui. Quelques mots sur cette fois-ci, donc je rentre dans le détail, à la fois sur les aspects donc initiation à la robotique, mais j'ai pas grand-chose, j'ai juste une diapositive. Alors quand je parle de principes de la robotique industrielle, quels sont les principes qu'on aborde en 4 heures de cours et 12 heures de TP? Ça se résume sur cette diapositive. Ça se résume surtout sur la phrase du dessous, hein, sur les quelques phrases du dessous. Si les étudiants retiennent ça, alors, il faut qu'ils en retiennent un peu plus quand même quand ils font le DS. Mais en tout cas, si après leur formation, une fois qu'ils seront diplômés et qu'ils nous auront quittés, s'ils ont retenu ça, on aura gagné. Ça veut dire que globalement, ce qu'il faut retenir de la robotique industrielle, c'est que le robot, lui, en tout cas le contrôleur, ce qu'il connaît, c'est des repères de référence, des repères outils, des repères associés au point. Ce que nous, utilisateurs du robot, on voit des objets ou des solides. Si on est un peu plus mécanicien, on va parler de solides, et qu'il y a un lien entre ces repères et ces solides. Voilà, ils ne sont pas dissociés. La question qu'on peut se poser, qui fait le lien entre ces repères et ces solides? Ce n'est pas le robot, ce n'est pas le contrôleur du robot, parce que le contrôleur du robot, jusqu'à présent, il ne voit rien. Alors peut-être dans un futur plus ou moins lointain, il intégrera de l'intelligence artificielle et de la vision. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, les seuls qui peuvent faire le lien entre les repères et les solides, ce sont forcément les utilisateurs. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. On ne fait pas de calcul complexe quand on est utilisateur d'un robot. On ne fait pas de calcul matriciel, on ne fait pas de calcul de changement de repères. Non, il faut simplement comprendre qu'il y a un certain nombre de repères. Il y a 3 familles de repères et que chacune de ces familles de repères va permettre en fait de définir l'application, de définir les trajectoires. Et puis, on montre également, c'est important, alors même si aujourd'hui, j'interviens dans le cadre des Olympiades FANUC, on montre qu'il n'y a pas qu'un seul fabricant de robots, même si FANUC est leader dans ce domaine. Il y a industriellement plusieurs fabricants, mais que quel que soit le fabricant, le principe de la robotique vont toujours être les mêmes, ils sont génériques. Il n'y a pas de standard au niveau des langages de programmation, comme ça peut être le cas, par exemple, en automatiste. Donc, il n'y a pas de standard sur les langages de programmation. Mais le principe est toujours le même, c'est de piloter une mécanique qui le plus souvent a 6 axes ou 4 axes. Donc finalement, quel que soit le fabricant et quel que soit le langage, l'ensemble des éléments qu'on présente au niveau des principes de la robotique industrielle, on va les retrouver dans tous les langages de programmation sous des formes différentes. Donc on fait une petite comparaison entre, on va dire, des instructions de mouvement de 2 fabricants, dont FANUC. Voilà un petit peu pour les principes. Si nos étudiants retiennent ces grands principes de la robotique, ça nous va très bien. Et puis, ça, c'est simplement un résumé de ce que je viens de vous dire, de ce qu'est un point en robotique. Un point, le problème de tous les métiers, c'est que dans tous les métiers, on a des abus de langage et tous les roboticiens parlent de points, comme si c'était naturel, sauf qu'un point en robotique, ce n'est pas le point des mathématiques ni le point de la mécanique. Sauf que nos étudiants ont entendu parler de points en maths depuis leur plus jeune âge, depuis quasiment l'école primaire. Donc pour eux, un point au début, c'est un point qu'on fait au crayon. Après, un point au collège, ça devient XY. Après, au lycée, ça devient XYZ. Et puis après, c'est de la mécanique du point. On fait des calculs de trajectoire, de vitesse et d'accélération. Et en robotique, un point, c'est autre chose. Un point, ça caractérise la position du robot. Et pour ça, on utilise d'autres éléments que ceux vus avant en robotique. Donc, voilà un petit peu les grands principes qu'on aborde. Si nos étudiants retiennent ça, c'est très, très bien dans un premier temps. Sur la base de ces principes, donc une fois qu'on a expliqué comment fonctionne ce système robot, on prend un peu de recul et puis on s'intéresse cette fois-ci à comment l'intégrer. Et puis, donc là, je ne m'attarde pas, c'est le détail de nos volumes horaires. Donc, sur cette intégration, on explique qu'on est dans le domaine de la machine spéciale, que globalement, en fait, une installation robotisée, même s'il existe quelques solutions sur catalogue, la majorité en fait, des cellules robotisées sont en fait des machines spéciales qui répondent à un besoin particulier d'un client. Voilà, le client va énoncer son besoin. Alors, comme nous ici, par exemple, en une demi-page A4, ce qui est globalement une mauvaise idée d'exprimer si brièvement son besoin. Et en fait, il va lancer un appel d'offres et un certain nombre de sous-traitants vont essayer de répondre à cet appel d'offres
C'est-à-dire que les sous-traitants vont essayer de faire une proposition commerciale, sauf que pour faire une proposition commerciale à une demande d'installation robotisée, ça ne se fait pas au coin d'une table en quelques minutes, puisque bien souvent, il va falloir avant faire une étude de faisabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire un chiffrage et de faire une proposition commerciale si avant, on n'a pas fait une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité, c'est choisir des robots. Est-ce que j'ai besoin d'un robot, de 2 robots, de 4, de 10? Comment je fixe mes robots? Quels robots? Comment je vais prendre mes produits? Voilà. Est-ce que je les prends avec des pinces? Est-ce que je les prends avec des ventouses? Dans les 2 cas, c'est pour manipuler des viennoiseries. Ça va être compliqué, hein, parce qu'avec des pinces, je vais écraser mes croissants, donc ils vont être tout aplatis dans le sachet. Du coup, les clients ne voudront plus les acheter après dans les rayons. Si je prends avec des ventouses, elles vont se colmater avec on va dire, tous les débris du croissant. Donc après, il y a d'autres techniques. Voilà. Il faut se poser des questions en termes de localisation. Quand le produit arrive, est-ce que le robot sera capable d'aller le prendre directement? Est-ce qu'au contraire, il faut ajouter un système de vision, etc., etc. Donc on arrive à une recherche d'implantation. C'est typiquement les sujets qui sont donnés en fait, sur les avant-projets d'Olympia de FANUC. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que cet avant-projet technique va permettre derrière à un commercial de faire un chiffrage et une proposition commerciale. Voilà. Puis bien évidemment, il y a toujours 2 issues dans ce cas-là. Soit le client accepte la proposition, c'est gagné, soit il refuse. Voilà. Et puis nous, on a essayé de formaliser un peu la démarche parce que rechercher une implantation, rechercher une solution, c'est finalement avoir une démarche de conception. C'est toujours un peu dur, hein, c'est-à-dire que quand on a l'expérience, l'expertise, on a un peu ses habitudes. Et puis les gens qui font ça depuis des années, ils ne formalisent pas, mais ils ont une démarche de conception. Sauf qu'en conception, il n'y a pas de démarche formelle, je veux dire, comme en maths pour résoudre une équation. Ici, c'est un peu, je recherche une solution, ça ne fonctionne pas, je la modifie, je recommence. Donc, on a essayé un peu de formaliser comme ça, nous, une démarche, sachant qu'on insiste bien auprès de nos étudiants que la première chose la plus importante, c'est de faire l'analyse du cahier des charges, que la plupart du temps, nos étudiants oublient. On leur donne un cahier des charges et eux, tout de suite, si on leur donne un PC et que le PC est allumé, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer RoboGuide et commencer à mettre un robot et puis à faire des simulations. Donc, on essaye de leur dire que la première chose à faire, c'est déjà de prendre un papier et un crayon, de faire l'analyse du cahier des charges, de faire l'analyse des ressources qui sont imposées par le cahier des charges, de définir les opérations robotisées et seulement ensuite, on commence à réfléchir à l'implantation avec au début, on va dire, une démarche un peu brutale qui est de dire j'ai une opération, j'ai par exemple 10 opérations robotisées, je ne me pose pas de questions. 10 opérations robotisées, je mets 10 robots. Je fais mon analyse et puis ensuite, je vais pouvoir faire des analyses de temps entre les temps de cycle obtenus pour chaque robot et puis les objectifs en termes de temps imposés par le cahier des charges. Soit je vais me retrouver dans une situation où chaque robot passe 80% de son temps à attendre. À ce moment-là, je vais réfléchir à regrouper plusieurs opérations pour un même robot. Soit au contraire, en fait, mes temps de simulation me montrent que je n'atteins pas les objectifs. Et à ce moment-là, je vais être obligé de mettre 2, 3, 4, 5 robots. Voilà. Donc, on essaye de leur donner une démarche et d'appliquer cette démarche. Voilà. Ce n'est pas simple, ça perturbe un peu les étudiants parce qu'on est effectivement dans une démarche de conception. Il faut aussi accepter de passer du temps, de perdre du temps, de se tromper, de prendre un mauvais chemin, de revenir, de recommencer. Enfin bref, c'est l'apprentissage, on va dire, de ce type de choses. Voilà, et puis c'est ce que je vous disais. Donc là, c'est simplement un exemple. J'ai extrait la première page, ou pas la première page, si c'est la première page du cahier des charges qu'on fournit à nos étudiants de BUT GMP en fin de semestre 2. Donc ça, c'est mes collègues de conception. Et on a repris en fait l'étude d'avant-projet des premières Olympiades FANUC il y a 10 ans. C'est-à-dire, c'est des opérations de chargement-déchargement sur des machines d'usinage, de carters d'alternateurs. Donc, on a repris cette application, sauf que chez nous, les étudiants doivent faire la conception du préhenseur. Ensuite, ils font une étude avec mes collègues en mécanique de cinématique pour faire une opération de tracking. Alors, pour simplifier, on ne fait pas sur un robot 6 axes, mais on fait l'étude mécanique sur un robot 4 axes, en fait, de suivi de convoyeur à vitesse constante. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des liaisons du robot en termes de vitesse d'accélération? Et puis, en robotique, on leur demande de faire une implantation, de choisir des robots simulés et de nous valider, de nous faire 2-3 propositions d'implantation et de nous les valider au regard de leur simulation. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Et puis, j'en ai terminé. Voilà.
Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, je vous écoute. Alors attends, Sébastien, on va demander s'il y a des questions dans la salle peut-être. J'ai été Alors trop moi long. j'avais une petite question Oui. pour toi à un moment. J'ai vu des têtes un petit peu se balancer quand tu as fait une remarque. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire éventuellement comment mettre en place ces outils pédagogiques quand on est un professeur seul, avec, disons, parce que parfois voilà, les moyens sont assez hétéroclites entre les établissements. Alors peut-être que tu aurais des conseils pour les collègues pour leur dire comment lancer ce genre d'enseignement vraiment en partant de zéro. Alors, oui, alors en partant de zéro, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple. Je pense qu'il faut trouver des contacts. Alors, il y a plusieurs manières hein, de trouver des contacts. Soit il faut, alors nous, au niveau des IUT, donc on travaille en réseau, hein, que ce soit, donc on va retrouver de la robotique industrielle sur du génie mécanique et productique, génie électrique, informatique industrielle, génie industriel et maintenance. Donc là, nous, on travaille en réseau, on partage hein, nos contenus. Je sais que les collègues de BTS CRSA, puisque nous, on travaille sur ces questions-là avec un certain nombre de collègues BTS CRSA sur Lyon. Donc là, c'est pareil. Donc nous, on partage avec eux, mais parce qu'on se connaît, on a la proximité sur Lyon. Et donc, je sais qu'eux aussi échangent entre collègues de BTS CRSA. Donc, il faut trouver un point d'entrée. Je pense qu'un point d'entrée, ça peut être voilà, les collègues dans les IUT. On sait qu'aujourd'hui, dans les programmes de BUT, GMP, il y a de la robotique. Donc, a priori, dans la majorité des départements, il y en a. Donc, même si on est enseignant en BTS, si on part de rien, il ne faut pas hésiter à aller toquer à la porte d'un collègue en IUT. Je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à travailler plus en réseau. Moi, j'ai toujours été convaincu que c'est une perte de temps si chaque enseignant doit toujours redévelopper tous les contenus. Donc, partageons nos contenus et passons effectivement plus de temps sur la partie qu'on pourrait appeler ingénierie pédagogique, c'est-à-dire adapter en fonction des moyens dont on dispose. Parce que l'enjeu, il est là, c'est qu'on n'aura pas tous à disposition les mêmes moyens, les mêmes outils. Donc, partageons. Donc, ce que je disais en introduction, s'il y a des gens qui souhaitent partager, qui ont des questions, qui partent de rien, nous, sur Lyon, on est prêt à fournir les contenus de ce qu'on fait. Après, moi, il m'est aussi arrivé d'intervenir dans d'autres formations. Je suis intervenu sur des formations, par exemple, à Saint-Étienne, où j'avais un robot pour un groupe, je ne sais plus, un groupe de 15 ou 16 étudiants, plus le logiciel de simulation. On arrive à s'en sortir. Ça demande d'autres organisations pédagogiques. Effectivement, les étudiants passent moins de temps au pied du robot, ils passent moins de temps en interaction avec le robot, alors que bon, c'est vrai que c'est un peu ça qui les attire. Mais on arrive quand même à trouver des dispositions pédagogiques. J'interviens dans une autre formation de l'IUT Lyon 1 qui est à Bourg-en-Bresse, en fait, sur les étudiants là, en agroalimentaire. Du fait de la distance entre Lyon et Bourg-en-Bresse, il y a certaines années, notamment Covid, post-Covid, et même encore cette année, je fais mon module de robotique sans robot réel. J'utilise uniquement le logiciel de simulation. Et ça ouais. Dans les discussions que j'ai avec les étudiants, ça passe relativement bien. Après, ça passerait encore mieux si je pouvais les amener à Lyon et les faire manipuler, ce qu'on avait déjà fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais rediffuser ma présentation. Il y a mon adresse mail en bas à gauche de ma présentation, là, sébastien.henry@unif-lyon1.fr. Voilà. Donc, s'il y a des collègues qui ont des questions, qui veulent discuter, qui veulent voir comment on fait, qui veulent venir nous rencontrer, qui veulent des documents, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle par rapport à ça. Non. Donc, on peut te contacter par l'adresse mail. Et bon, en tout cas, merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation. Merci. Bonne continuation, bonne journée. Bonne journée à toi. Salut.